L'amour. Quand je suis arrivé dans les années 80 à l'établissement Saint-Joseph de Thann, on n'en parlait pas dans tous les établissements. Plutôt qu'un sujet tabou, c'était un non-sujet. Tout était fait pour. Espace garçon-fille, homme-femme strictement séparés, pas de mixité. À Rouffach, où j'avais exercé pendant quelques années, l'hôpital avait été construit de manière symétrique à la manière de deux hémisphères cérébraux, avec une ligne rouge au milieu qui était celle qui séparait les hommes des femmes, et interdiction absolue de la franchir. L'Église était le seul lieu commun aux deux sexes, mais toujours avec des travées séparées. Dans ces institutions, encore très marquées par la religion, la plupart étaient d'origine confessionnelle, il était interdit d'évoquer la sexualité, car marquée du sceau du péché et donc réprimée si elle s'exprimait. Dans les années 80, arrive le sida, maladie alors mortelle, sans traitement, avec une propagation exponentielle, une contagiosité mal connue et fantasmée. Donc, panique à bord. Le tout renforcé par le sacro-saint secret médical qui était censé interdire de révéler aux professionnels qui étaient porteurs du VIH, de révéler les résultats des tests sérologiques de dépistage, et donc une stigmatisation des résidents censés avoir des relations sexuelles jusqu'à des velléités de leur interdire celles-ci. Du coup, pendant ces années, on n'a plus parlé d'amour, mais uniquement de sexualité. Peu à peu, cependant, cette crise des années 80-90 a provoqué une prise de conscience. Les personnes porteuses d'un handicap psychique, mental ou cognitif pouvaient avoir, comme tout le monde, des pulsions amoureuses ou sexuelles, des désirs de tendresse, des envies d'aimer ou d'être aimé, qui devaient être reconnus. Ce qui a été inscrit dans les lois de 2002 et de 2005, qui énonçaient les droits des personnes handicapées à l'intimité et à la vie amoureuse. Comme nul n'est censé ignorer la loi, comment allions-nous faire ? Même si l'esprit de la loi était intégré dans les esprits, la mise en pratique de ce droit continue de poser problème car le sujet est brûlant, les feux de l'amour. Comment gérer les pulsions sexuelles, amoureuses, le désir, la demande de tendresse ? Alors, qu'expriment les pulsions sexuelles ? Un but à atteindre, un besoin d'assouvir, de résoudre une tension intérieure, avec cette notion de consommer, de consumer et donc de détruire, pulsion de mort. Quid du désir, qui lui, au contraire, exprime quelque chose à consommer sans le détruire, ni détruire l'objet du désir. Pulsion de vie, qui doit pouvoir s'exprimer. Comment nous comporter devant les demandes de tendresse, ce sentiment hérité de l'enfance, de l'attachement à la mère et au père, qui chez l'adulte peut devenir sensualité, une évolution de la tendresse débarrassée du tabou de l'inceste. Comment éviter cette dérive vers la sensualité des résidents envers les professionnels qui sont prêts à leur accorder un peu de tendresse ? Quant à la sexualité, reconnue et admise, elle peut être partagée entre résidents si des conditions sont réunies. Absence de harcèlement, consentement assumé, sans contrainte, ni conditionnement, ni suggestion ou pression psychologique ou physique. Mesures de protection sanitaire offertes, ainsi que conditions optimales dans des lieux adaptés. Elle peut alors se pratiquer et nous devons toujours rester vigilants par rapport aux règles énoncées ci-dessus. Et quand le sentiment amoureux émerge, quel accompagnement pouvons-nous offrir à l'aube des questions qui surgissent immanquablement ? Quelles limites imposées par l'institutionnalisation ? Quand de nos jours, l'institution évolue et permet la mixité, la rencontre, mais aussi l'émergence de la parole sur le sujet enfin sans tabou. Amour de soi, amour narcissique, avec ou sans amour de l'autre, besoin d'aimer et ou d'être aimé.
Comment pouvons-nous aider sans nous immiscer dans l'intimité de l'autre, éviter le voyeurisme et accompagner le couple avec bienveillance et éthique? Que pouvons-nous répondre aux questions qui finissent par se poser chez certains? Le mariage, le désir d'enfant, la mise à disposition de chambres pour couple ou d'appartements. La réponse à toutes ces interrogations se résume en un seul mot: le respect de l'autre, de sa singularité, de son autonomie, de sa dignité, de son intimité, du droit de la personne handicapée d'aimer et d'être aimée. Face à toutes ces questions que nous pose ce sujet de l'amour chez la personne handicapée mentale, psychique ou cognitive, n'oublions pas de nous questionner sur nous-mêmes, sur notre capacité à nous respecter à travers le respect de l'autre, à nous interroger sur notre propre dignité en voulant légitimement favoriser celle de ceux que nous accompagnons.